Bonsoir. Ce soir, nous allons marcher dans une ville qui a longtemps cru qu'elle ne finirait jamais. Une ville née d'un panier d'osier, d'une eau boueuse, d'un animal sauvage penché sur deux nouveau-nés perdus. Une ville qui a appris très tôt à construire avec la pierre, avec la loi, avec la discipline, avec la peur aussi. Une ville capable d'aligner des routes jusqu'au bord du monde, de remplir des amphithéâtres immenses, de faire trembler ses ennemis et de faire rêver, encore aujourd'hui, ceux qui ferment les yeux en entendant son nom. Rome. Mais pas la Rome des dates récitées à voix haute, pas la Rome des manuels, des tableaux, des résumés sages. Ce soir, nous n'allons pas suivre une chronologie froide. Nous allons écouter une matière vivante. Le clapotis lourd du Tibre contre les roseaux, le frottement d'un glaive court contre un bouclier de bois, le grain du sable dans une arène chauffée par le soleil, l'odeur mêlée du marbre humide, de la fumée, de l'huile, du pain chaud, du garum et de la poussière. Puis, plus tard, beaucoup plus tard, le calme. Des colonnes rompues sous une lune blanche, des routes anciennes sous l'asphalte moderne, et cette étrange sensation, quand on pense à Rome, qu'une civilisation entière peut tomber, sans cesser tout à fait de parler à travers nous. Alors laissez votre respiration ralentir. Laissez les murs de votre chambre s'éloigner un peu. Et venez, nous partons vers la ville éternelle. Bienvenue sur Somnia. Si vous nous découvrez ce soir, un abonnement et un pouce en l'air vous assurent une nouvelle histoire chaque semaine. On y va. Tout commence dans une lumière grise. Pas une lumière héroïque. Pas un lever de soleil peint pour les fresques. Une lumière d'eau sale, de rives humides, de matin encore froid, sur un fleuve charriant de la boue et des branches basses. Deux nourrissons y dérivent dans un panier. On les a écartés du monde avant même qu'ils sachent le regarder. On les a confiés au courant, comme on confie un secret à la nuit, pour qu'ils disparaissent. Et pourtant, ce secret revient. Dans le récit romain, un animal descend boire. Une louve. Elle entend les vagissements, approche, renifle, puis au lieu de mordre, elle se couche. Son ventre est chaud, son souffle est lourd, son poil sent la terre humide, la mousse des berges et la bête sauvée du matin. Les deux enfants s'y blottissent. Plus tard, un berger les recueille. Ils grandissent, ils deviennent forts, trop vifs pour rester longtemps des enfants anonymes. Ils apprennent qu'ils viennent d'une famille renversée, dépossédée, humiliée. Alors ils réparent d'abord l'injustice qui les a vus naître. Ensuite, seulement ensuite, ils veulent fonder leur propre ville. Et c'est là que le conte devient programme politique. Car les deux frères ne se disputent pas un simple terrain. Ils se disputent le centre du monde à venir. Ils veulent un lieu qui dure, un lieu entouré par une limite sacrée, un lieu que l'on ne franchit pas n'importe comment, pas n'importe quand, pas même pour rire. L'un trace le sillon, l'autre se moque. Il l'enjambe, et il lance « Voilà ce que je pense de tes murs ». Alors Romulus le tue, sur le champ, son propre frère. La phrase peut sembler brève, elle porte pourtant des siècles entiers. Rome naît quand un frère tue son frère. Écoutez ce que cela dit déjà. Pas seulement la violence, pas seulement la brutalité d'un commencement. Cela dit qu'ici, la limite de la cité comptera davantage que le sang. Qu'une ville, si elle veut durer,
exigera plus qu'une famille, plus qu'un clan, plus qu'un attachement tendre. Vous sentez comme ce mythe est froid, presque métallique. Il ne cherche pas à attendrir, il prévient. Les Romains ne cachaient pas cette histoire. Au contraire, ils la transmettaient. Ils auraient pu imaginer une fondation plus douce, plus noble, plus pure. Une poignée de main, une alliance, une bénédiction. Ils ont gardé le fracas d'une rupture entre deux frères. Voilà sans doute pourquoi ce récit a traversé si longtemps les siècles. Il n'endort pas la mémoire, il la mord. Et autour de ce meurtre, le reste du mythe prend une densité étrange. Le fleuve qui sauve en emportant, l'animal sauvage qui nourrit, le panier d'osier qui devient berceau de civilisation, la rive humide, les roseaux, la laine grossière du berger, le goût d'eau ferrugineuse dans l'air. Tout semble dire que Rome ne naît pas dans le confort, mais dans l'exposition, dans le danger, déjà maîtrisé, dans la menace, déjà transformée en destin. Plus tard, les Romains regarderont une statue célèbre, la louve, dressée, les mamelles tendues, et sous elle les deux petits corps. Quelle image plus parlante pour une civilisation entière. Une bête rude qui protège, une tendresse qui vient du risque, une force qui n'abolit pas la peur, mais la convertit en abri. Et si vous fermez les yeux, vous pouvez presque voir la scène comme si elle se passait maintenant. La boue brune au bord du Tibre, les insectes au-dessus des herbes lourdes, le panier qui cogne doucement contre la rive, puis la chaleur animale, puis les pas d'un homme sur la terre molle, puis le cri d'un oiseau dans la brume. À cet instant, personne ne sait encore qu'un nom sortira de là. Un nom que porteront des lois, des routes, des armées, des poètes, des empereurs, des ruines. Romulus, Rémus, 2 noms seulement. Et déjà toute la tension romaine est là, la protection et la morsure, l'ordre et la blessure, le foyer et la frontière. Vous pourriez croire que ce n'est qu'un conte, mais les peuples choisissent leur conte comme ils choisissent leur miroir. Celui-ci disait déjà aux futurs Romains, « La ville vous demandera beaucoup. Elle vous donnera beaucoup aussi. Elle exigera d'être aimée comme quelque chose de plus grand que vous. » C'est ainsi que le mythe prépare la politique. Car après les premiers rois, après les premiers murs, après les premières cérémonies et les premiers gestes de pouvoir, Rome va chercher une autre forme de solidité. Non plus le prestige d'un seul homme, mais une mécanique, une république. Les Romains avaient la mémoire longue quand il s'agissait des abus du pouvoir. Ils avaient vu ce qu'un roi pouvait devenir quand il cessait d'être gardien pour se prendre pour maître. Alors, lorsqu'ils se débarrassent du dernier souverain, ils n'inventent pas seulement un nouveau régime, ils inventent une méfiance organisée. Et cela, c'est très romain. La République n'est pas née d'un grand élan poétique, elle est née d'un soupçon. Si un seul homme concentre trop de pouvoir, tôt ou tard, il oublie la limite. Donc on divise, donc on répartit, donc on force la décision à circuler. 2 consuls plutôt qu'un roi, des magistratures brèves, des tribuns capables de bloquer, un sénat qui pèse, des assemblées qui votent, des contrepoids partout, comme si Rome avait compris avant beaucoup d'autres que la stabilité ne vient pas de la confiance absolue, mais de l'équilibre entre des forces qui se surveillent. Imaginez la ville à cette époque, le bruit des sandales sur les dalles, les plis de laine et de lin qui frottent en passant, la rumeur des discussions, la poussière claire du forum soulevée par les allées et venues.
Rien n'y ressemble encore au grand empire de marbre. Mais déjà, dans cette agitation sèche, on sent monter quelque chose de puissant. L'habitude de gouverner ensemble, même en se défiant. C'est une machine lente, parfois frustrante, souvent querelleuse. Et pourtant, elle tient. Elle tient parce qu'elle épouse bien le caractère romain. On accepte le compromis sans renoncer au combat. On parle, on vote, on bloque, on reprend, on temporise, on revient. Ce n'est pas élégant, ce n'est pas pur, ce n'est pas même toujours juste, mais c'est solide. Vous voyez peut-être déjà la différence entre Rome et beaucoup de royaumes voisins. Là où d'autres reposent sur la personne d'un chef, Rome commence à reposer sur la répétition de procédures. Le prestige personnel compte encore, bien sûr. Les familles influentes pèsent lourd. Les ambitions s'affrontent. Mais le cadre existe, et il résiste souvent aux hommes qui voudraient s'en affranchir. C'est ce cadre qui permet à la ville de grandir sans devenir immédiatement une tyrannie nue. Car pendant que ces institutions se consolident, Rome avance. Pas d'un bond, pas d'un seul coup d'épée. Elle avance comme elle fera souvent, avec une obstination presque minérale. Ville après ville, alliance après alliance, soumission après soumission. Un voisin devient partenaire, puis dépendant, puis rouage. Une route s'allonge, une frontière se déplace, un marché s'ouvre, une garnison reste. Et la République, parce qu'elle est moins un rêve qu'un appareil, absorbe ses gains avec une redoutable efficacité. Mais à mesure qu'elle s'étend, elle se complique. Qui parle au nom de tous? Qui protège ceux d'en bas? Qui empêche les plus riches de transformer la loi en simple costume? Très tôt, des tensions apparaissent. Les élites veulent garder la main. Le petit peuple réclame des garanties. Des hommes chargés de défendre les plus modestes deviennent indispensables. On ne les aime pas toujours. On a besoin d'eux tout de même. Et plus tard, quand des frères tenteront de corriger les déséquilibres du système, Rome répondra mal. Elle répondra durement. Comme si la ville, déjà, savait protéger ces mécanismes, mais pas toujours ceux qu'ils oubliaient en chemin. C'est là une contradiction importante, et il faut la sentir sans la transformer en leçon scolaire. La République romaine n'est ni un modèle parfait, ni une simple machine oppressive. Elle est les deux à la fois. C'est ce mélange qui la rend fascinante à raconter la nuit. Une ville qui croit à la loi, mais qui laisse souvent les plus forts écrire sa musique. Vous entendez peut-être, au loin, dans cette ville encore rugueuse, le cliquetis des outils, les charrettes de bois, les voix d'hommes qui marchandent, la laine rêche des toges frôlant des épaules impatientes. Rome n'est pas encore une reine de la Méditerranée. Elle est une discipline en train de prendre confiance. Et comme toute discipline qui prend confiance, elle finit par regarder plus loin que ses collines, vers la mer, vers les routes du commerce, vers un adversaire qui l'a dominée là où elle était encore maladroite. Carthage. Rome savait marcher. Elle savait tenir une ligne, creuser un camp le soir venu, obéir au signal, resserrer les boucliers, planter le glaive court dans l'ouverture laissée par l'autre. Une légion, c'était environ 5000 hommes. 5000 respirations réglées, 5000 gestes appris, 5000 silhouettes couvertes de poussière et de sueur. Capables après la marche de dresser un fossé, une palissade, des rues, presque une petite ville militaire avant de dormir. Et pour beaucoup, 25 ans de service les attendaient. Mais la mer, elle, les Romains la connaissaient mal. Alors survient l'un de ces faits qui résument une civilisation entière.
Rome a copié un navire ennemi pour gagner. Au début de la première grande guerre contre Carthage, la future maîtresse de la Méditerranée n'a presque aucune tradition navale. Elle récupère un bâtiment adverse échoué, l'étudie comme un artisan observe un mécanisme, puis lance sa propre flotte. Copier n'est pas honteux pour Rome. Copier, c'est apprendre vite. Et apprendre vite, c'est déjà conquérir. L'image est belle, presque tranquille. Du bois humide sur une plage, des hommes qui tournent autour d'une coque étrangère, des mains qui prennent des mesures, les fibres des cordages qui grincent, l'odeur du sel sur des planches encore pleines de mer. Puis soudain, quelques mois plus tard, une flotte. La République n'improvise pas le génie. Elle industrialise la volonté. Cela suffit à vaincre Carthage une première fois. Mais la vraie mémoire romaine se grave lors de la Seconde Guerre. Là, l'ennemi a un visage, un seul nom. Hannibal. Et avec ce nom vient une scène si saisissante qu'elle semble inventée pour l'éveiller. Des éléphants dans les Alpes. Hannibal a fait passer des éléphants par les Alpes. Essayez de tenir cette image un instant. La roche nue, le vent coupant, la neige sale dans les passages, le souffle lourd des bêtes, le glissement des sabots et des pieds sur des pierres humides, des hommes épuisés qui continuent pourtant à monter. Ce qui frappe les Romains, ce n'est pas la manœuvre militaire seule, c'est l'irruption de l'impossible dans leur quotidien. Puis vient Cannes. En une seule journée, environ 70 000 Romains tombent. 70 000. Un nombre si grand qu'il dépasse la scène elle-même. Il fait taire les mots. Il transforme une bataille en traumatisme national. On imagine la chaleur écrasante, la poussière collée à la peau, les cris qui se mêlent, l'air devenu presque pâteux sous l'effort. On imagine surtout ce qui suit. Le silence dans la ville, le vide laissé dans tant de maisons, les bancs plus nus, les voix plus basses, les repas avalés sans goût. Et c'est précisément là que Rome devient Rome. Après Cannes, Rome a refusé de négocier. L'émissaire d'Hannibal n'est pas accueilli comme on accueillerait celui d'un vainqueur. Le Sénat ne cède pas. La ville chancelle, mais ne se couche pas. Vous voyez la scène ? Des vieillards raides, des visages tirés, des mains appuyées sur des sièges de bois, et au milieu de cette fatigue immense, une décision simple. Continuer. C'est peut-être l'un des noyaux les plus durs de l'identité romaine. On peut l'admirer, on peut le craindre, on peut même y voir une forme d'aveuglement. Mais on ne peut pas le nier. La grandeur romaine s'est moins bâtie sur l'absence de chute que sur un refus presque maladif d'accepter la défaite. Et quand enfin la République inverse le cours de la guerre, quand un général romain porte le combat jusqu'en Afrique et ferme lentement le piège, ce n'est plus Hannibal seul qui est repoussé. C'est une peur intime qui change de camp. À partir de là, Carthage n'est plus un rival. Elle devient une obsession. Un vieil homme le rappelle au Sénat encore et encore. Quel que soit le sujet, il revient à sa formule comme on revient à une blessure mal refermée. Par ailleurs, je pense que Carthage doit être détruite. Répéter une phrase jusqu'à en faire une politique, voilà encore un geste très romain. Quand Carthage disparaît enfin, la République triomphe. La mer s'ouvre, les richesses affluent, les routes se multiplient. Les armées rapportent du butin, des terres, des esclaves, du prestige. Tout cela sans la victoire, le cuir chaud, l'huile sur le métal, la poussière rouge sur les sandales de retour. Mais une république nourrie de conquêtes finit par donner un poids énorme à ceux qui les mènent. Or, un grand général suivi par des hommes disciplinés, rompus à la marche, à la faim,
à la boue et au camp nocturne, finit toujours par regarder la ville autrement. Non plus seulement comme la mer qu'il sert, mais comme la récompense qu'il peut prendre. C'est à ce moment-là que la peur change de nature et commence à devoir se méfier de ses propres ambitions. Dans les histoires romaines, il arrive un moment où l'ordre travaille pour les plus habiles, puis contre lui-même. La fin de la République ressemble à cela. Une machine brillante, mais usée par ses propres succès. Les richesses sont immenses. Les fidélités se déplacent. Les foules urbaines deviennent nerveuses. Les grands noms pèsent plus lourd que les règles censées les contenir. Alors paraît un homme qui comprend tout cela mieux que les autres. César. Il est stratège, acteur, écrivain de sa propre gloire. Il avance avec une souplesse presque inquiétante. Il séduit, il promet, il pardonne quand cela sert, il frappe quand il le faut. Il sait aussi que les récits comptent autant que les batailles. Conquérir la Gaule ne suffit pas, il faut encore en écrire la légende. Et quand la ville, inquiète, lui demande de rentrer sans sa puissance, sans ses hommes, sans sa peau de vainqueur, il s'arrête devant un petit fleuve, le Rubicon. L'eau n'a rien d'immense. C'est justement ce qui rend la scène si forte. Souvent, les points de non-retour sont modestes. Un gué, une rive, une hésitation dans la lumière froide, un cheval qui souffle, des casques ternis par le voyage, un murmure dans la troupe. Puis la phrase tombe. Alea iacta est. Le sort en est jeté. On dit parfois qu'un monde bascule avec fracas. Ici, il bascule avec quelques mots, le bruit de l'eau et des pas qui continuent. Une guerre civile suit. Pas besoin d'en montrer tous les détours. Ce qui compte, c'est la logique. Une fois la limite franchie, la République découvre qu'elle peut être vaincue de l'intérieur par l'un de ses propres génies. César revient maître. Il réforme, il distribue, il réorganise, il rassure et inquiète dans le même mouvement. Car à Rome, le mot le plus dangereux n'est peut-être pas guerre, c'est roi. Tout ce qui ressemble à un pouvoir personnel trop durable réveille la mémoire ancienne. Alors des hommes décident d'agir. Ils se pensent défenseurs de la liberté. Ils se voient peut-être en restaurateurs d'un ordre plus ancien, plus pur. Ils entourent César dans une salle, là où la politique se donne souvent l'apparence du rite. Puis ils frappent. La scène a traversé les siècles parce qu'elle est simple, presque nue. Des étoffes blanches, un homme surpris, des bras tendus, des visages trop proches. Et cette légende, peut-être apocryphe, peut-être embellie, mais impossible à séparer désormais du moment. Toi aussi, mon fils, il y a là tout ce que Rome aime et redoute à la fois. La grandeur publique, la fidélité privée, la trahison au sommet. Le théâtre du pouvoir qui, tout d'un coup, se transforme en silence. Mais le plus romain n'est pas le meurtre lui-même, c'est l'ironie qui suit. En tuant César, ils ont tué la République. Le paradoxe est parfait. Les conjurés veulent sauver un régime, ils achèvent de le condamner. Ils suppriment l'homme central et libèrent des guerres nouvelles. Car quand une structure n'est plus assez forte pour survivre à ses ambitions, le sang versé n'ouvre pas un retour en arrière. Il accélère seulement la suite. Cette suite a le visage d'un jeune héritier plus froid, plus patient, moins théâtral. Il observe, il attend, il laisse les autres s'user. Puis il assemble ce que César avait rendu possible et ce que ses meurtriers ont rendu inévitable. Bientôt, il portera un autre nom, Auguste. Avec lui, Rome ne renonce pas au pouvoir personnel. Elle apprend à le présenter autrement. Moins comme une usurpation visible, plus comme un ordre respirable. Le mot change, le décor aussi.
le bois laisse la place au marbre. Le chaos, du moins en apparence, s'apaise. Le plus subtil n'est pas qu'Auguste prenne le pouvoir. Le plus subtil, c'est qu'il le rende supportable. Et quand le pouvoir devient habitable, il peut durer bien plus longtemps que la peur seule. C'est ainsi que s'ouvre le grand âge impérial. Un âge de route, d'ordre, de spectacle et de contradiction. Auguste comprend une chose essentielle. On gouverne mieux une multitude quand on lui donne une forme visible de stabilité. Il trouve, dit-on, une ville de briques et la laisse de marbre. La formule est célèbre parce qu'elle dit plus qu'un embellissement. Elle parle d'une atmosphère, d'une ville rendue plus claire, plus large, plus durable au regard, de façades qui renvoient la lumière, d'arches qui découpent le ciel, de places où l'ordre paraît naturel parce qu'il est devenu décor. C'est le génie impérial le plus concret, transformer la puissance en quotidien. Des routes filent à travers le monde romain, jusqu'à former près de 400 000 kilomètres de tracés. Des ponts relient, des aqueducs amènent l'eau. Les villes se ressemblent un peu plus les unes aux autres. Le voyageur reconnaît des formes familières. Dans la pierre, l'ordre impérial devient lisible. Et en même temps, il devient spectaculaire. Si vous entrez dans le Colisée un jour de jeu, vous entrez dans une gorge de pierre peuplée de souffles humains. 50 000, 60 000, parfois 75 000 spectateurs. Une houle entière de regards. Le soleil retenu par un immense vélarium. L'odeur de sueur, de sable chaud, de métal, d'huile et d'animaux. Le grondement monte avant même que quelque chose ne commence. L'inauguration du lieu dure 100 jours. 100 jours. Et les chiffres suffisent à donner le vertige. 9000 bêtes y ont péri. On compte ce que le pouvoir peut offrir, comme s'il fallait sans cesse mesurer l'abondance pour convaincre la foule qu'elle vit au centre du monde. Pourtant, l'arène ne raconte pas seulement la domination. Elle raconte aussi une étrange circulation du désir. Les gladiateurs faisaient soupirer les filles de Pompéi. Des graffitis retrouvés sur les murs l'attestent. Certains combattants étaient regardés comme des vedettes. Pas seulement des hommes risquant leur peau, des silhouettes admirées, des corps commentés, des noms griffonnés dans la chaux, comme on laisse aujourd'hui une trace de fascination. Cela vous surprend peut-être, et c'est pour cela que l'anecdote survit. L'arène n'est pas un simple lieu de peur, c'est aussi une fabrique de célébrités. Les gladiateurs, d'ailleurs, ne sont pas tous des condamnés poussés vers une fin certaine. Beaucoup s'entraînent, mangent selon une discipline précise, soignent leurs blessures, apprennent à durer. Certains hommes libres choisissent même cette voie. L'honneur les fuit, mais la gloire les attire. Voilà un paradoxe romain de plus, mépriser socialement ce qu'on admire du regard. Et dans cette poussière dorée, un nom traverse les générations parce qu'il résume à lui seul la faille du système. Spartacus. Spartacus s'est évadé avec des couteaux de cuisine. La phrase tient presque du conte, et pourtant elle est vraie. Une poignée d'hommes fuit avec ce qu'ils trouvent. Pas de gestes grandioses au départ, pas de mise en scène héroïque. Des outils pris à la hâte, la cuisine avant la bataille. Le détail minuscule avant l'onde immense. Puis tout grandit. La fuite devient révolte. La révolte devient armée. Des dizaines de milliers d'hommes suivent celui que Rome voulait réduire à une fonction dans une école de combat. Ce n'est pas un simple épisode militaire, c'est un miroir. Dans le sable de ces spectacles apparaît la possibilité d'une autre histoire.
Une histoire dans laquelle ceux qui divertissent peuvent aussi faire trembler. Finalement, les légions reprennent le dessus, avec méthode, avec masse, avec message. Le long de la grande route menant vers la ville, des milliers de croix s'alignent sur 180 km, silencieuses, régulières, comme une ponctuation de pierre et de bois. Ceux qui commandent savent bâtir. Ils savent aussi transformer un chemin en avertissement. Et pourtant, même là, l'arène conserve son ambivalence. Un lieu de maîtrise, un lieu d'admiration, un lieu de terreur, un lieu d'applaudissement. C'est aussi dans cet empire du spectacle que les couleurs humaines deviennent plus vives. Dans ce monde impérial, surgissent aussi des figures excessives. Néron restera pour toujours associé à un incendie qu'il n'a sans doute pas regardé de près, mais après lequel il élèvera sa maison dorée sur les cendres encore chaudes et cherchera des boucs émissaires. Des bâtisseurs, des calculateurs, des artistes de la façade. Et parfois, des silhouettes trop grandes pour le rôle, trop instables pour le décor. C'est ce mélange qui fait tenir Rome si longtemps dans l'imaginaire. Du marbre et du sable, du droit et du vacarme, de la mesure et de l'excès. Mais sous le marbre, sous les acclamations, sous les routes, il y a toujours une question plus calme. Comment vivre dans un monde pareil sans se perdre? Comment garder une paix intérieure quand on habite une civilisation aussi vaste, aussi brillante, aussi dure? Cette réponse ne se trouvera pas dans une arène. Il faudra la chercher dans l'esprit. Quand on pense à Rome, on imagine volontiers des armures, des aigles, des gradins, des triomphes. Mais l'une des voies les plus durables de cette civilisation ne vient ni d'un champ de bataille, ni d'un balcon impérial. Elle vient d'une page, d'un carnet ouvert le soir, d'une main fatiguée qui écrit pour elle-même. Marc Aurèle règne sur un monde immense, et pourtant, ses phrases ont l'intimité d'une confidence basse. Il administre, arbitre, supporte la fatigue des frontières, le froid des camps, les nouvelles mauvaises, la maladie. Une grande peste traverse alors l'Empire, emportant peut-être 10 millions de personnes. 10 millions. Même les empires de pierre sentent soudain leur fragilité. Et pendant ce temps, l'empereur écrit. Pas pour la gloire, pas pour être cité, pas pour la postérité, pour tenir, pour se rappeler à lui-même ce qui compte quand le reste vacille. Même Marc Aurèle pensait qu'on l'oublierait. Il note « Bientôt tu auras tout oublié » et bientôt tous t'auront oublié. Cette phrase apaise étrangement. Non parce qu'elle est triste, parce qu'elle dégonfle l'illusion. Elle retire un peu de poids à ce qui nous écrase. Elle dit « Tout cela passera » et cela a quelque chose de consolant. Autour de lui, pourtant, tout pousse au contraire. Le prestige, le rang, les statuts, les cérémonies, les titres, la pourpre. Et c'est là qu'intervient le stoïcisme, cette manière de tenir debout sans croire que le monde nous doit le confort. Avant Marc Aurèle, un autre esprit romain avait déjà porté cette discipline à un point presque ironique. Sénèque. Le philosophe du détachement était immensément riche. La contradiction est si nette qu'elle en devient presque tendre. On imagine les villas, les étoffes fines, les bibliothèques, et au milieu de tout cela, une voix qui écrit sur la sobriété, le temps perdu, la peur de mourir, la nécessité de revenir à l'essentiel. Les Romains eux-mêmes voyaient bien cette tension. C'est ce qui rend Sénèque plus humain qu'une statue de vertu parfaite. Il ne prêche pas depuis un désert. Il prêche au cœur de la complication.
Et puis, il y a Épictète, ancien esclave, un homme à qui l'on attribue cette scène si brève qu'elle suffit à définir une philosophie entière. Son maître lui tord la jambe. Il dit calmement « Tu vas me casser la jambe ». Le geste continue. L'os cède. Alors il ajoute simplement « Je t'avais prévenu ». Rien de spectaculaire ici. Pas de fanfare morale. Juste une souveraineté intérieure si radicale qu'elle retire au monde une part de son pouvoir. Ce qui dépend de toi, ton jugement, ta réponse, ton consentement à la colère ou ton refus de l'épouser. Le reste, beaucoup d'événements, beaucoup de bruit, beaucoup de pertes. Vous sentez comme la température du récit change ? Nous ne sommes plus dans la poussière des cohortes, ni dans l'ovation des gradins. Nous sommes dans une chambre plus calme. Une pièce où une lampe fume légèrement, où la cire chauffe, où le papyrus ou la tablette reçoivent des mots qui ne veulent pas éblouir, seulement aider à tenir. La sagesse romaine, à son plus beau niveau, ressemble peut-être à cela. Non pas abolir la pression, mais apprendre à respirer dedans. Marc Aurèle écrit au bord du danger. Sénèque pense au milieu du luxe et de la cour. Épictète transforme la contrainte en exercice de liberté intérieure. Trois situations très différentes, une même recherche. Ne pas laisser le monde extérieur gouverner entièrement la maison intérieure. Il y a quelque chose de très apaisant dans cette recherche, surtout la nuit. Quand une pensée vous rattrape, quand un souvenir insiste, quand la journée refuse de se taire. La petite voix stoïcienne ne promet pas le bonheur parfait. Elle dit seulement « Regarde ce qui dépend réellement de toi » et relâche un peu le reste. Dans une civilisation si sensible à l'ordre, ce déplacement est profond. Il fait passer l'ordre de la cité à l'âme. Il transforme la discipline militaire en discipline intérieure. Il prend le bruit du monde, puis en retire une ligne plus douce. Mais aucune sagesse ne garantit la suite. Quand l'empereur philosophe disparaît, son fils lui succède, Commode. Et l'on sent alors que la paix intérieure d'un homme ne suffit pas toujours à maintenir le calme d'un empire. Le grand édifice tient encore. Pourtant, ce sont déjà les gestes ordinaires de ses habitants. Leurs bains, leurs repas, leurs rues, leurs fatigues, qui nous permettent de l'entendre le mieux. Comme si Rome, avant de s'éloigner, voulait encore respirer une dernière fois tout près de nous. Alors oublions un moment les très grands mots. Écoutons plutôt la ville elle-même. Non pas la ville des statues, mais celle des pas. Vous ouvrez une porte étroite dans un immeuble haut et un peu fatigué. Le bois a gardé l'odeur de fumée des cuisines. L'escalier grince. La pierre sous les pieds est lisse par endroits, râpeuse à d'autres. Plus on monte, plus l'air manque. Plus la pièce est pauvre. Plus la lumière arrive en biais. Au dehors, Rome ne s'éveille pas d'un seul coup. Elle enfle. Un marchand appelle. Une charrette heurte une dalle. Quelqu'un secoue un tissu à une fenêtre. Quelqu'un rit déjà. Quelqu'un tousse. Et par-dessus tout cela, flotte une odeur impossible à réduire à une seule chose. Pain chaud, huile, fumée de bois, sueur, eau usée, fleurs écrasées, sauce de poisson fermentée, poussière chauffée. Le garum est partout, dans les cuisines modestes comme dans les repas plus raffinés. Son parfum salé, fort, presque brutal, vous suit au détour d'une ruelle comme une signature collective. Plus loin, un petit comptoir vend à manger aux passants. Des plats simples, vite servis. Des mains attrapent un bol. Une vapeur fine sort d'une préparation épaisse. On mange debout, on parle peu, on repart.
Rome sait nourrir le mouvement. Et puis, il y a les thermes. Le marbre d'abord frais sous la plante du pied, l'air humide qui colle à la peau, la buée qui assourdit un peu les contours, les voix qui résonnent plus rondement sur les voûtes, l'eau d'abord tiède, puis plus chaude, puis plus froide. On y lave la poussière, la fatigue, parfois un peu de tristesse aussi. On y échange des nouvelles, on s'y montre, on s'y repose. La ville ne respire pas seulement par ses rues, elle respire par ses bains. Vous pourriez presque croire, en écoutant bien, entendre les petits détails qu'aucun grand récit ne garde d'ordinaire. L'éclaboussure contre un rebord de pierre, le frottement d'une serviette rêche, une fiole d'huile ouverte, le murmure d'un groupe d'hommes qui commentent un spectacle à venir ou une décision prise loin d'eux. Même la grandeur romaine, vue d'ici, change de taille. Elle se glisse dans des gestes répétitifs. Monter des marches, acheter un morceau de pain, s'asseoir, tremper ses mains dans l'eau, essuyer une table, se coucher tard parce que la ville fait encore du bruit, se réveiller tôt parce qu'elle recommence. Et pourtant, au milieu de cette vie serrée, quelque chose circule qui ressemble à la durée. Les routes relient, les habitudes tiennent. Les murs portent les traces de milliers de corps. Les odeurs reviennent. Les saisons passent sur les mêmes toits. Rome dépasse l'idée même de pouvoir. Elle devient une habitude du monde. Vous le sentez peut-être mieux maintenant. Pourquoi cette civilisation demeure si proche ? Pas seulement parce qu'elle a régné, mais parce qu'elle a vécu, parce qu'elle a mangé, marché, attendu, transpiré, conversé, somnolé, comme toute ville vraiment humaine. Le bruit finit pourtant par retomber. Même les cités les plus pleines deviennent un jour plus légères. Le vacarme des rues s'amenuise. Le pas des foules s'espace. Les grands mots de pouvoir se dissolvent dans la poussière du temps. Et il reste autre chose. Des noms qui s'effacent. Des pierres qui demeurent. Un héritage qui continue de parler plus doucement que l'Empire lui-même. Les empires ne tombent pas toujours comme des tours qu'on abattrait d'un coup. Souvent, ils s'amenuisent. Ils perdent du poids sans l'avouer. Ils gardent longtemps leurs habitudes, leurs titres, leurs cérémonies, alors même que leur centre se déplace déjà ailleurs. Rome connaît cela à la fin. Des peuples entrent, s'installent, négocient, servent, poussent encore. La ville qui avait tant absorbé finit par ne plus contenir tout ce qui la traverse. Et lorsqu'elle est prise, au début du 5e siècle, la nouvelle frappe les esprits comme une impossibilité devenue réelle. Un lettré chrétien, bouleversé, écrit « La lumière du monde s'est éteinte ». La phrase est immense, et pourtant, la lumière ne s'éteint pas d'un seul geste. Elle baisse, elle se déplace, elle se répartit autrement. C'est sans doute cela qui rend la fin de Rome si émouvante. Il n'y a pas seulement une catastrophe, il y a une longue dilution. Puis vient le moment que les livres aiment retenir. Le dernier empereur portait les noms du premier, Romulus Augustule. Ce nom semble écrit par une ironie trop parfaite. Le fondateur au commencement, le diminutif d'Auguste à la fin, la boucle presque refermée en un seul visage d'adolescent. Et pourtant, même là, le monde ne s'arrête pas. Aucune nuit soudaine ne recouvre la terre. Les routes restent un temps. Les mots restent. Le droit reste. Les gestes transmis restent. Si vous dites aujourd'hui « République »,« Sénat »,« Empereur », vous faites encore résonner des syllabes venues de cette vieille matrice romaine. Si vous signez un contrat,
Si vous marchez sur certaines voies modernes, si vous regardez l'arc d'un pont, si vous lisez le mois de juillet sur un calendrier, Rome n'est jamais tout à fait loin. La vraie leçon de sa disparition est peut-être celle-ci. On peut perdre la domination et laisser une empreinte. On peut quitter le centre politique du monde et continuer de vivre dans ses structures, dans ses langues, dans ses formes, dans ses habitudes mentales. Et c'est ici que le récit devient plus doux. Car la fin de Rome, racontée la nuit, n'a pas besoin d'être un fracas. Elle prend la forme d'une grande expiration. Une ville immense qui cesse lentement de vouloir commander et qui accepte enfin d'être souvenir, matériaux, sources et paysages. Imaginez les pierres du forum après la foule, le vent qui passe entre les colonnes brisées, le marbre qui garde encore un peu de chaleur avant la nuit complète, le ciel qui pâlit au-dessus des arches, des herbes fines dans une fente, un pas solitaire, plus personne pour acclamer, plus personne pour décréter, seulement la durée. Et nous, beaucoup plus tard, qui revenons vers cette ville comme on revient vers une ancienne voie de famille. Non pour lui demander d'être parfaite, non pour lui pardonner tout, mais pour reconnaître ce qu'elle a déposé dans notre monde et ce que sa ruine murmure encore sur notre propre fragilité. Rome n'était pas éternelle. Aucune puissance ne l'est. Mais toutes ne savent pas aussi bien laisser derrière elles des routes, des mots, des formes et des phrases où l'on peut encore habiter. Alors laissons la ville s'éloigner maintenant. Non comme une reine déchue, comme une présence ancienne qui retourne au silence sans s'y perdre tout à fait. Nous avons quitté un panier d'osier sur le Tibre. Nous avons traversé des places sèches, des camps alignés, des fleuves franchis une seule fois, des gradins pleins de souffle humain, des bains tièdes, des chambres où l'on écrivait pour ne pas céder à la confusion. Et maintenant, Rome se retire. Il ne reste plus le tumulte. Il ne reste plus les ordres. Il ne reste plus la foule compacte, ni le métal, ni le sable, ni le poids de la pourpre. Il reste une ville devenue respiration lente, des pierres pâles sous la nuit, des herbes basses dans les ruines, une arche qui découpe un morceau de ciel, le vent qui passe là où passaient jadis des milliers de voix. Laissez tout cela devenir plus léger. Laissez les routes se dissoudre dans l'obscurité. Laissez le Tibre reprendre son mouvement sombre. Laissez le marbre perdre son éclat et devenir simplement une surface fraîche sous la lune. Dans un monde qui n'attend plus rien de vous. Si une phrase de Rome doit rester cette nuit, qu'elle reste sans peser. Peut-être une phrase sur la limite, peut-être une phrase sur la volonté, peut-être seulement l'idée qu'aucune grandeur ne tient pour toujours, et que cela n'enlève rien à la beauté de ce qui a été vécu. Respirez encore une fois, doucement, puis une autre, et laissez la ville éternelle devenir, à son tour, un paysage intérieur calme. La prochaine fois, nous quitterons la pierre claire et les forums pour rentrer dans des forêts plus anciennes, plus humides, plus secrètes. Nous suivrons des chemins couverts de feuilles, des clairières de brume, des chênes où l'on croit entendre la sève parler très bas. Le monde des Celtes et des Druides nous attendra là, avec ses torches discrètes, ses rivières sombres, ses rites murmurés sous les branches. Mais pas cette nuit. Cette nuit, restez encore un peu au bord des ruines romaines, là où tout s'apaise. Avant de vous laisser partir dans les bras de Morphée,
Dites-nous, où nous écoutez-vous ce soir? Dans votre lit? Sur le canapé? En voyage? On lit tous vos commentaires. Bonne nuit et faites de beaux rêves.